Il était une fois une jolie princesse, mais elle avait un enchantement, un genre de truc terrifiant qui pouvait pas être brisé en dehors de... Tu fais quoi, Philibert? Je fais l'épisode de Star Wars. Mais abruti, t'es en train de lire le script de Shrek! Mais... Philibert, tu sais combien ça coûte ce truc-là? Puisque Philibert a décidé de s'en battre les reins de la valeur des choses, on va voir combien ça coûte de se faire en vrai ce qu'on trouve dans Star Wars. Non, parce que c'est mignon de claquer 800 balles pour un sabre laser, mais vous avez aucune idée du vrai prix d'un vrai sabre laser si on décidait de le commercialiser aujourd'hui. Mais avant ça, on va commencer avec plus léger, c'est-à-dire avec le holocron. Déjà, on va rappeler ce que c'est qu'un holocron. C'est un petit appareil qui sert à stocker des informations ou mémoires concernant des événements, des cartes, j'en passe et des meilleurs, et qui peut être ouvert grâce à une condition particulière. Par exemple, un holocron Jedi peut être uniquement ouvert en utilisant la force du côté Jedi et un holocron Sith peut être uniquement ouvert avec la force du côté Sith. Au niveau des composants, on a un cristal de mémoire qui s'insère ou se lie à l'holocron, c'est l'unité de stockage d'informations. Donc autant vous dire que si jamais il casse, eh ben vous êtes bien dans la merde, hein, n'est-ce pas Philibert? En plus de ce cristal mémoriel, il faut aussi d'autres cristaux pour faire les facettes de l'holocron. Il nous faut aussi l'armature métallique qui est à base d'électrum, donc un alliage d'or, d'argent et de quelques traces de cuivre. Il nous faudra aussi un système de sécurité lié à la force. Et pour coller avec le fait qu'on veut le faire dans la vraie vie, il va nous falloir l'équivalent le plus direct qui puisse être dégagé par un être humain, la force électromagnétique. Non, parce que bon, la force permet la manipulation d'ondes électromagnétiques pour faire plein de dingueries, genre déplacer des objets, qui est aussi possible avec l'électromagnétisme, lire dans les pensées, les influencer, qui encore une fois est une possibilité du champ électromagnétique s'il est utilisé en combo avec la technologie actuelle, parce que oui, les books de chez Caltech ont par exemple mis au point une interface cerveau-machine pour lire les pensées, et pas forcément ultra fonctionnelle et pratique, certes, mais ça marche plus ou moins. Donc on va dire que ça compte. Et en plus, c'est basé sur l'électromagnétisme encore une fois. Les influx nerveux et courants électriques qui parcourent le cerveau sont captés par des électrodes qui sont collées sur la gueule du patient et sont retransmis via une machine. Alors oui, c'est flippant, surtout que on a aussi les Neuralink qui pourraient aussi permettre de se faire custom pour réaliser ce genre de dinguerie. La force fait aussi beaucoup d'autres trucs, mais c'était juste pour vous montrer que oui, la force dans Star Wars concrètement c'est juste de l'électromagnétisme dans notre monde. Mais c'est juste boosté à 1000% au grand minimum. En plus ça tombe bien que ça puisse être ça parce que les cristaux piézoélectriques réagissant de manière spécifique en fonction de la fréquence électromagnétique qu'ils puissent recevoir, ça existe. Par exemple, le quartz qui peut convertir l'onde en basse fréquence en oscillation mécanique, ce qui est utilisé par exemple en horlogerie. La lumière visible va par exemple exciter la photoluminescence et modifier la réfraction dans le cristal en cas de champ électromagnétique intense. D'ailleurs, ça c'est ce qu'on appelle un effet de Kerr ou de Pockels, et ça serait ce genre de réaction piézoélectrique qui permettrait au cristal de stocker la mémoire et de la retransmettre plus tard au bon type d'onde transmise, à savoir celle des Jedi ou celle des Sith. D'ailleurs, il y en a d'autres des types d'holocron qui sont accessibles aux deux, ce qui veut dire que les deux camps partagent au moins une fréquence d'onde électromagnétique en commun. Bref, le cristal permet de traiter les champs électromagnétiques, c'est cool, mais comment l'holocron en soi peut savoir s'il faut s'ouvrir via son système de sécurité? Réponse, on sait pas. Parce qu'il y a personne qui s'est jamais posé la question jusqu'à présent, visiblement. Mais c'est pas grave, parce que comme on est des hommes de science chez Science Fictive, on a bien une petite idée de comment faire pour faire un holocron dans la vraie vie. Déjà niveau matériel de base, il va nous falloir un saphir synthétique ou alors un cristal de quartz ultra pur pour la transparence visuelle, la résistance mécanique, la réactivité aux fréquences électromagnétiques, tout ça pour agir comme un conducteur à ondes électromagnétiques, pour changer d'état en fonction de la fréquence, ce qui permettrait une certaine interactivité. Pour l'armature, on peut rester sur un alliage léger comme l'électrum, mais on peut améliorer encore les choses en utilisant par exemple de l'allium anonisé qui permettrait de dissiper la chaleur et protéger tout le bordel qu'il y a à l'intérieur. Puis on va utiliser un cristal à haute densité optique ou du verre allié avec de l'omnium ou de l'herbium qui permet le stockage en 5 dimensions ultra rapide. Tu racontes de la merde là, non? Ah non, je te jure, regarde, ça existe vraiment. 360 téraoctets sur un truc qui fait la taille d'une lentille. C'est presque assez pour stocker l'intégralité de Plus belle la vie. D'ailleurs, vous saviez qu'il y avait 4667 putains d'épisodes. Et c'est pas fini. Bref, c'est pas tout pour l'holocron parce qu'il faut aussi des actionneurs piézoélectriques pour activer le cristal et orienter le projecteur histoire d'avoir un reflet de projecteur comme dans les films. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Mais aussi utiliser de l'holographie volumétrique pour donner la capacité d'interaction avec le cristal. Et enfin, pour faire genre que t'as la force, tu vas mettre un capteur bioactif de fréquence spécifique pour simuler l'appartenance aux Jedi et aux Sith. Et pour la batterie, tu prends des AAA. Et c'est bon. Non, en vrai, pour simuler le côté énergie infinie, tout ça, on peut réfléchir à un système de micro-batterie à haute densité énergétique à base de micro-supraconducteurs avec un module de récupération énergétique électromagnétique. Comme ça, l'holocron se recharge plus ou moins tout seul. Alors, le quartz, t'en as pour 8000 balles, l'armature 5000, le cristal traité 50 000 boules, je prends ça, je retire 1 ou 2 grammes parce que c'est too much, ça nous fait un total de 193 000 € juste pour les composants. On peut aussi rajouter les frais pour tout ce qui est documentation, rechercher
et développement, fabrication pure et tout le bordel classique, et ça nous donne un grand total de 343 000 balles. Je prends la carte, Philibert. Hein. Mais j'ai pas fait exprès. Rien à foutre, allons je l'étale, c'est pas fini. Parce que qui dit Star Wars dit forcément sabre laser, et ça tombe bien parce que tu nous l'as explosé au sol. Je sais que quasi tout le monde sait ce que c'est, mais c'est quoi un sabre laser? Alors officiellement, un sabre laser c'est constitué d'un cristal Kyber qui réagit avec la force et qui sert d'activateur. Une batterie principale, un exciteur de champ situé au-dessus du cristal, des circuits de modulation de puissance entre le cristal et l'optique qui est elle-même formée d'une lentille pour concentrer le flux énergétique, une buse d'émission qui donne la forme de la lame, des boutons, un manche, un port de recharge, parce que oui je vous jure que concrètement il y a un câble USB qui est livré avec votre sabre laser en théorie. Hein. Et enfin niveau isolation, on isole l'alimentation pour pas se brûler la main et on intègre des châssis internes. Ça fait une sacrée liste de courses, je suis d'accord, mais on va décomposer ça et voir ce qui colle plus ou moins avec ce qui se trouve dans notre monde. Comme pour l'holocron, il nous faut un cristal Kyber et donc on va reprendre exactement le même principe, à savoir un cristal laser dopé qui va nous permettre de faire le filtre optique pour changer la couleur du sabre en changeant les émissions photoniques et donc la couleur perçue sur le spectre. Il nous faut aussi une source d'énergie à haute densité et là c'est le plus gros souci parce que théoriquement on n'a pas créé de batterie assez puissante pour ça. Enfin si, mais elles sont pas portables quoi. Tu peux pas la foutre dans un bâton, mais elles devraient normalement permettre de lâcher la sauce pour activer le sabre. Et ensuite il nous faut des excitants et des modulateurs pour réguler la puissance que lâcherait notre batterie théorique et pas littéralement faire sauter tout le quartier dès que tu veux allumer ton bâton de joie laser. Mais c'est pas tout parce qu'il nous faut aussi une lentille pour concentrer les rayons lâchés par le laser, ce qui permettrait de façonner le faisceau, sa netteté, etc. Et ça encore, ça va, ça peut aller, c'est pas trop compliqué à choper. On rappelle quand même qu'on a le satellite Hubble qui est une grosse lentille concrètement et que ça fait des milliers d'années qu'on sait travailler le verre de manière plus ou moins délicate, donc on devrait être tranquille. Bref, après ça c'est retour à la case départ, ou plutôt à la case concept, parce qu'il nous faut en théorie une interface d'émission qui ferait la jonction entre l'électronique interne du sabre et l'extérieur. Et je suis pas ingénieur, donc s'il y en a qui sont calés dans le domaine, n'hésitez pas, on vous attend dans la team, rejoignez-nous. Après ça, il nous faut aussi un système de confinement pour réguler la longueur du sabre. Et pour ça, on peut utiliser les principes du magnétisme et de l'électromagnétisme, encore une fois, pour bricoler quelque chose. Et vas-y, la liste est super longue, en fait, on va abréger, mais il nous faut quand même un système de refroidissement pour pas cramer à l'allumage. Un système de contrôle embarqué et des capteurs pour stabiliser et sécuriser l'appareil, des verrous biométriques pour pas que tout le monde puisse jouer avec votre sabre, un châssis qui pète la classe et un système optoélectrique conceptuel, encore une fois, qui permettrait en théorie de transformer l'énergie en effet lumineux contrôlé. Et combien est-ce que ça coûterait tout ça? J'ajoute ça, je retire ça. Ah putain merde, il y a aussi le prix des recherches et développement des trucs qui n'existent pas encore. Attends. Après un calcul rapide, ça nous coûterait un total de 63 millions de dollars pour un sabre laser. Et encore, il ressemblerait pas tout à fait à ce qu'on voit dans les films. Force aux collègues de chez Hacksmith qui sont sur le projet depuis 2011 limite. On croit en vous, vous allez y arriver. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou de ma part en commentaire quand vous aurez fini cette vidéo. Ça fait quoi si j'appuie sur ce bouton? Non, Philibert, non! Philibert? C'était l'étoile de la mort là qui vient d'exploser. Puisqu'il a décidé d'être vraiment très con, on va remplacer tout ça et on va faire le devis. Alors, l'étoile noire, c'est un vaisseau géant qui a été taillé dans un satellite naturel. Si on prend la première version qui est apparue au cinéma, elle fait 160 km de diamètre. Déjà niveau composition, c'est du lourd, littéralement. Pour la coque et la structure, on parle d'une sphère de 160 km de diamètre. La coque est principalement en acier d'uranium, un alliage hyper résistant. Pour faire simple, on va prendre l'équivalent le plus badass qu'on ait sur Terre, à savoir l'acier Maraging, qui est utilisé par exemple pour des ogives nucléaires ou pour des fusées. La coque a une épaisseur moyenne de 500 mètres d'acier sur toute la surface. Alors déjà, je vous laisse imaginer le poids, non, je vais pas vous laisser imaginer, je vais vous le donner directement. Alors, la surface d'une sphère s'obtient avec 4 pillards carrés, son rayon est de 80 mm, ce qui fait que sa surface est d'environ 80 milliards de mètres carrés. Pour le volume de la coque, on fait la surface fois l'épaisseur, soit 500 mètres, ce qui nous donne 40 000 milliards de mètres cubes. Et sachant que la densité de l'acier Maraging, c'est 8000 kg par mètre cube, ça nous donne un total de 320 quadrillions de kilos d'acier, soit 320 millions de milliards de tonnes. Ça fait beaucoup? Philibert, toute la production mondiale d'acier, c'est 2 milliards de tonnes par an. Il nous faudrait 161 000 années de production juste pour la coque. Et on n'a pas parlé du prix, parce qu'à 5000 balles la tonne, 1,6 fois 10 puissance 17 euros, c'est 1 suivi de 17 zéros. Est-ce que tu réalises? On pourrait acheter la planète Terre 1500 fois juste pour la coque. Et maintenant, on passe à la partie marrante, parce que là, on a une coquille de noix vide dans l'espace, c'est fun, mais maintenant, il faut l'équiper, c'est quand même mieux. Surtout quand tu sais que tu vas y intégrer 1 million
millions de bugs pour faire marcher le truc au minimum. D'ailleurs, merci Philibert, hein, je te laisse écrire les lettres à chacun de leur famille pour dire ce que tu viens de faire. Bref, le volume à l'intérieur de l'étoile noire est de 7 millions de kilomètres cubes. Et même en imaginant qu'on laisse 90% d'espace vide avec des couloirs, des hangars, etc., ça laisse quand même 700 000 kilomètres cubes à meubler. Et je vois venir les fans des Sims, hein. On va pas mettre des meubles Ikea là-dedans. Déjà, niveau matière première, on va la jouer léger niveau budget. On va partir sur du basique avec du béton, des poutres, des planchers, des cloisons pas trop chères non plus, faut pas déconner. Et le tout va nous coûter seulement 500 000 années de production mondiale à la planète, hein, déjà. Et surtout, 5 x 10 puissance 14 € pour le frérot qui va devoir reconstruire cette beauté. Ensuite, une fois que c'est fait, ça reste pas assez pour faire vivre l'équipage, donc il va falloir mettre en place un système de vie et plusieurs trucs assez utiles, genre un système de circulation de l'air et d'épuration des eaux en circuit fermé et sans aucune faille. Parce que boire un verre d'eau, ça prend très vite une autre tournure quand ça marche pas et que le Taco Bell du coin fait des promos. Bernardo! Ese es un ese de tacos que pas mi hermano. Buen pastel de nata. Alors je vais passer beaucoup d'étapes parce que ça commence à en faire quand même pas mal, mais là aussi c'est pas donné parce qu'on va rajouter à la facture un petit 5 x 10 puissance 13 € et c'est pas encore fini. Non, parce qu'avec tout ça faut aussi ajouter les centres de contrôle avec toute la technologie qui va avec, hein, ça rajoute encore 10 billions d'euros. La flotte de chasseurs taille à seulement 350 billions si on considère qu'on peut les construire avec le même coût qu'un avion de chasse actuellement pour 50 millions d'euros unité. Et les gros vaisseaux par contre eux vont faire péter le plafond de la compta avec un petit trilliard d'euros. Et accrochez-vous parce que c'est toujours pas fini, on a le système d'armement défensif à 15 billions et parce que c'est pas donné non plus, le coût de la production en plus de la recherche et développement, le coût seul d'un truc capable de propulser l'étoile de la mort qui pèse plus d'1 trilliard de kilogrammes est monstrueux et c'est 10 puissance 14 € qui se rajoute à la cagnotte. Et en addition le tout rapidement bien évidemment, on arrive à 1,37 x 10 puissance 18 $ ou 1,3 x 10 puissance 18 €. J'attends toujours ta carte Philibert. Tu prends les crédits? Oui, bien sûr. J'aurais bien dit que je prenais ton amant collatéral, mais t'es roux. Donc même ça passe pas. Et puis tu sais quoi, t'as qu'à faire des streams pour rembourser tout ça. Allez hop, au PC. Non, sauvez-moi! Sauvez-moi!